On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit 2 travailleurs autonomes, membres du regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu. La dentiste, le docteur José Landry, va nous parler de sa passion pour l'environnement aussi, les dents et les gencives et la santé globale. Mais d'abord, lui, il est expert en informatique et surtout un passionné des trains miniatures. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Et pour le mois de décembre, cette personnalité du regroupement, il est natif de Saint-Jean. Il est maintenant à la retraite, offre des services de consultation en informatique, c'est son domaine. Il a aussi une autre passion qui est celle des trains miniatures et j'ai nommé Mario Samoisette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça, les trains miniatures, ça fait quand même quelques années, là. Ça fait depuis 2001 que j'utilise les trains dehors dans mon jardin. C'est arrivé comment cette passion-là? Parce qu'au-delà de la vie, de la famille, du travail et tout ça, comment la passion des trains miniatures est arrivée dans la vie de Mario Samoisette? Quand j'étais jeune à Saint-Eugène, la voie ferrée passe en allée de chez moi. C'est vrai. Ouais. Donc, les trains, c'était Il y avait une fascination, là. Oui, c'est déjà. J'avais promis à ma mère qu'un jour, je l'amènerais à Saint-Jean, parce que partir de Saint-Eugène, venir au centre-ville, c'était venir à Saint-Jean. Je disais, un bon jour, je vais t'embarquer dans le train pour t'amener à Saint-Jean, mais c'est jamais arrivé. Puis, quand je me suis marié, j'ai acheté des trains. Des trains à chaud, les petits. Ouais. J'ai eu une de mes aventures. Mon fils, à 2 ans, avec un ami, en a brisé le corps. Ils avaient sorti, puis ils jouaient. Puis là, c'est comme resté là. Puis en 2000-2001, ma femme a acheté chez Rona un set de train, mais qu'on appelle l'échelle-G, train de jardin, pour le mettre autour de l'arbre de Noël. OK, ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça, mais j'adore ma femme pour ça. Pour d'autres choses aussi? Oui. Oui, c'est ça. Mais visiblement, elle sentait qu'il y avait une passion qui dormait là, chez vous, c'est ça? Oui. Puis là, on est allé, dans le temps, il y avait Knowlton, le magasin, qui avait un magasin de train. Puis on a acheté une maison pour mettre autour de l'arbre de Noël. Puis c'est comme ça a commencé. J'ai commencé à faire le tour de la piscine, 125 pieds de rail. Puis aujourd'hui, j'en ai 475. 475 pieds de rail. Rail. Sur mon terrain. Puis le terrain est grand comment? 55 par 100. OK. Ça fait le tour de la piscine, ça va jusqu'en avant de la maison. Puis aussi, je suis équipé pour faire des expositions, comme j'ai fait au début décembre pour le regroupement. Oui, le salon des regroupement des travailleurs commerces et services au Carrefour Richelieu. C'est ça. Là, vous étiez là face à l'ancien Sears. Là, exactement. avec quand même des bonnes tables et tout ça. Là, ça faisait quand même un grand rayon. Là. Pour vous, c'est peut-être pas long, mais pour le public, c'était quand même impressionnant. Oui, bien, je pouvais faire 36 pieds de plus là, avec mes tables, mais j'ai été restreint par l'espace. Ce qui fait que là, aujourd'hui, vous avez combien de trains, les wagons, les accessoires et tout ça? Ça ressemble à quoi? Là? Ça ressemble à quoi? Bien, pour les expositions, j'ai 36 tables. J'ai une remorque. Pour les expositions, j'emmène à peu près 4 ou 5 locomotives, une trentaine de wagons. J'ai le train Thomas, le train pour les enfants, avec Annie Clarabelle. Comme à l'exposition, ce que j'ai fait, je mettais des bonbons dans le train, puis les enfants ouvraient le toit du wagon, puis ils prenaient un bonbon. Ça, c'est toujours beau à voir. Puis, fait que là, dans le fond, vous avez un kit de sortie. Oui. Mais vous avez un kit chez vous. Oui. C'est complètement séparé. 12 mois par année? Moi, je laisse les rails là. Mais par contre, après l'Halloween, ce que je fais, j'enlève tout ce qui est électronique. OK. Puis deux aiguillages, parce que c'est pas une bonne sorte. Donc, je les enlève pour l'hiver. On est dans quel format à peu près ou quelle échelle? C'est-à-dire que quand on prend une rail de train comme on voit là, dans la ville, versus ce que vous avez chez vous sur votre terrain, c'est gros comment les rails? Les rails ont un espacement de 1 pouce 3/4 ou 45 mm. Puis c'est l'échelle G, c'est 1,29. 1,29, c'est ça. Donc, OK. si on grossit 29 fois, on aurait la grandeur réelle. J'ai des locomotives qui mesurent 32 pouces. Quand même. Oui, c'est quand même un bon format, là. Oui, c'est assez gros. C'est la plus grosse échelle électrique. Après ça, c'est sûr qu'on s'assoit dessus, comme à Saint-Constant ou au CED. Exact. OK. Et donc donc la passion a toujours été là, mais visiblement, au début des années 2000, ça a comme repris un peu du poil de la bête. Puis là, c'est comme... moi, je reviens souvent avec cet exemple-là, ça me fascine, mais quand on dit... quelqu'un commence à pêcher avec un petit coffre... Puis 20 ans après, ça prend un pick-up pour traîner le coffre. Oui, exactement. C'est un peu ça, votre affaire, oui. là. Bien, c'est le conseil que j'ai eu quand j'ai commencé. C'est rare que les vendeurs disent ce conseil-là, mais ils m'avaient conseillé, commence petit. Parce que si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas investi trop. Puis
Puis là, c'est ça. J'ai commencé seulement autour de la piscine, puis éventuellement, j'ai fait jusqu'en avant de la maison. J'ai fait un garage pour serrer les wagons, puis acheter des maisons. Puis aussi, j'achète des collections. Bon. Donc ça, c'est la passion des trains miniatures. Oui. Mais dans la vraie vie, quoique là, vous êtes retraité aujourd'hui, mais vous êtes encore actif en consultation, vous avez travaillé dans le monde informatique longtemps. Oui, depuis la sortie du cégep en 75. Bon. Quand on dit travailler en informatique dans les années 70, là, ça voulait dire quoi? Bon, j'ai commencé comme programmeur. Le langage, c'était le COBOL. Eh boy! J'ai travaillé avec des cartes perforées, des key punch, des choses-là, ce que les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas. J'ai travaillé avec des éditeurs de texte qu'on appelle des lines. C'est-à-dire que tu rentres une ligne, mais si tu veux voir la ligne, tu dis appelle la ligne 14. OK, celle-là, je la corrige. Je veux la ligne 28, il faut que j'appelle la ligne 28. Aujourd'hui, on voit tout en plein écran, puis on monte, descend l'écran, on peut faire le programme comme on veut. Tandis que dans ce temps-là, c'était vraiment... Là, Mais de 75 à 95, est-ce que je me trompe, où l'informatique, bon, existait? Puis évidemment, si on est allé sur la Lune, c'est qu'il y avait quand même de l'informatique dans ces engins-là dans les années fin 60. Mais c'était moins démocratisé, alors qu'à partir de Windows 95 et puis l'arrivée des cellulaires et compagnie, on a eu l'impression que le monde est devenu informatique. Et là, aujourd'hui, on le voit avec la mobilité, bon, etc. Donc, vous qui avez fait carrière dans ce domaine-là, vous avez vu une évolution assez fulgurante? Très, très fulgurante, parce que j'ai commencé à travailler avec des vieux ordinateurs d'aujourd'hui qui étaient absolument pas puissants. Notre téléphone est plus puissant que les ordinateurs. Ça prenait un système j'appelle ça de congélation, presque pour le tenir froid, pour le réfrigérer, parce que ça chauffait énormément. Les disques, j'ai travaillé avec des disques de 5 MB. 5 MB? 5 MB, oui, des gros disques, là. Aujourd'hui... Aujourd'hui, nos cellulaires ont 128 gigs. Exactement, exactement. Et plus. C'est ça. J'ai même... j'ai acheté, à un moment donné, un mini-ordinateur dans les années 80, $1 demi-million de dollars. OK. Qui avait 16 MB de mémoire. Pas 16 gigs, 16 MB. Qui avait un espace disque qui coûtait $1 demi-million. Les disques durs coûtaient 24 000 pour 456 MB. Donc, 0.4 gigs. Oui, c'est là qu'on voit on est parti loin, là. On est parti très loin. Et là, dans le fond, dans les dernières années de votre carrière, là, vous êtes retraité depuis combien de temps? Depuis la fin mars. C'est assez récent. Oui. Vous avez fini votre carrière chez Honeywell, c'est ça? Chez Honeywell, oui. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez chez Honeywell dans les dernières années? J'étais superviseur pour le Canada. Et le travail consistait à quoi? C'était tout ce qui était au niveau des ordinateurs de table, les portables, pour tout le monde, parce qu'Honeywell louait les ordinateurs pour 3 ans. Donc, à travers le Canada, on avait au-dessus de 2500 ou 3000 PC qu'il fallait changer régulièrement toutes les années. Puis j'étais superviseur d'un groupe, donc je voyageais aussi de l'île du Prince-Édouard à Vancouver. OK. Donc, une job prenante. Oui, mais intéressante. Intéressant. Oui. Donc, vous avez vraiment beaucoup aimé cette carrière dans l'informatique. Ah oui. Et là, même si vous êtes retraité depuis le mois de mars, vous êtes quand même encore un peu en affaires comme consultant en informatique? Oui, j'ai eu un exemple, j'ai eu un contrat à un moment donné. La personne, la compagnie avait besoin de quelqu'un pour déménager tous les PC, parce qu'ils déménageaient d'étage. Donc, de toutes les remettre en place, et puis de configurer des imprimantes. C'est des ouvrages de 1 ou 2 journées. Aussi, il me demandait de démanteler toute la vieille salle des serveurs. Donc, j'ai de l'expérience, comment enlever tout l'équipement, puis l'amener à la bonne place. Je fais du personnel aussi. Donc, vous désirez être retraité, mais pas trop non plus, être encore un peu actif. C'est ça un peu votre souhait? Exactement. Pour encore 1 an ou 2, là. Puis après ça, donc, délivrer des services encore de conseils, de consultation en informatique pour soit des individus ou encore des entreprises. Donc, vous êtes encore disponible. Là. C'est ça. Et au travers de ça, la passion des trains miniatures. Oui. Qui prend plus de temps que l'informatique? C'est pas grave, c'est une belle passion. Comme au mois de janvier, je vais à Gatineau parce que j'achète des collections. Puis je garde ce que je veux, puis je revends le reste. Fait que c'est intéressant. Et ça, à quel endroit on achète ça, les trains? Maintenant, c'est surtout sur Internet. Il reste 1 ou 2 magasins, parce que la plupart des magasins ont fermé. Là, comme à Knowlton, par exemple, il a fermé faute de clientèle. De clientèle, parce qu'aujourd'hui, on achète pas mal sur Internet. Et il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, dans les trains miniatures? Ah oui.
C'est comme la compagnie USA Train qui était à Malden, juste au nord de Boston. Je suis allé quelques fois. Tu rentres là, c'est comme un petit garçon qui rentre dans un Toys R Us. La même chose. Les Américains ont dit toujours « think big », là, mais les Américains, je suis allé à York, en Pennsylvanie. Puis là, ben c'est effrayant. C'est juste l'échelle G. C'est pas... Est-ce qu'il faut se mettre des limites? Parce que j'imagine ça, on peut dépenser sans fond là-dedans. Là. Je veux dire, il n'y a pas de fin. Là. Exactement. C'est comme tout AB. Là. Mais ma limite à moi est facile. Les collections que j'ai achetées, je réinvestis. J'appelle ça ce qu'on appelle ma banque de train. Ouais. Puis présentement, je suis pas dans le rouge. OK. Donc, et ça, éventuellement, ça peut se revendre? Ou qu'est-ce que vous souhaitez faire de ça? Bon, vous n'êtes pas encore très, très vieux quand même, là. Mais je ne sais pas ce que vous dites un jour, je vais léguer ça, je ne sais pas, à des amis de la famille ou je ne sais trop, je veux vendre ça. Bien, j'ai un souhait caché. Ce que je trouve dommage, c'est que Saint-Jean, qui est la première ville où il y a un train au Canada avec la prairie, n'a jamais rien fait pour les trains. C'est vrai. Hein? Un exemple, en 2011, il y avait le 175e anniversaire du premier train au Canada. Puis j'ai fait rouler mes trains à la vieille gare du CN. Ouais. Mais c'est parce que j'ai communiqué avec les gens de la ville, offrir mes services. Ouais. Puis là, ils étaient un peu... Ils ne connaissent pas ça, donc OK, on va le faire. Mais finalement, c'était un succès. Puis là, à partir de ça, j'ai fait d'autres expositions. Donc, votre souhait caché, c'est qu'un jour, il y a quoi? Que Saint-Jean offre, un peu comme Saint-Constant, les gros trains. Tout à fait, oui. Saint-Jean pourrait avoir les trains miniatures. Il y a un site en Allemagne où, bien, là, c'est énorme. Là, ils ont des trains qui roulent, ils ont même des consoles cachées, un peu comme une régie vidéo ici. Il y a une régie pour faire tout rouler les trains, des avions qui décollent, des autos qui roulent. Ils pourraient faire ça, mais ça, c'est pas moi qui décide. Mario Samoisette, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle de dentisterie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Comme on le voyait dans la précédente entrevue avec Mario Samoisette, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu, à chaque mois, désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. Tantôt, on parlait de M. Samoisette. Cette fois, en novembre dernier, on parlait du Dr José Landry, qui est dentiste, propriétaire du Centre de santé dentaire Dr José Landry. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bon, vous pratiquez ce métier de dentiste depuis quelques années déjà. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui fait que quand on sort de l'école, souvent, moi, je me remémore quand moi-même j'étais au secondaire, puis là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de devenir dentiste? Mais moi, tout d'abord, j'ai toujours aimé travailler avec les arts plastiques, travailler des petites choses. Je faisais de la céramique, je faisais de la peinture. C'est des choses très précises que j'aimais faire. J'étais très perfectionniste aussi. C'est une des qualités qu'il faut avoir quand on est dentiste. Le goût du travail bien fait, mes professeurs me disaient souvent ça. Il faut toujours que ça soit à la perfection, tout le temps, tout le temps. Je me mettais beaucoup de pression là-dessus. Je pense que ça venait rechercher ce côté-là. Et qui vous a suggéré d'aller dans ce domaine-là? Ou quelles influences avez-vous eues? Ou avez-vous hésité avec d'autres professions? Bref, comment s'est canalisé ce choix ultime d'aller en dentisterie? Au départ, j'aimais beaucoup le domaine de la santé. Fait que quand je me suis inscrite à l'université, je me suis inscrite en pharmacie, je me suis inscrite en optométrie, je me suis inscrite en médecine dentaire, pensant pas être sûre d'être acceptée à cause de la fameuse cote R qu'on appelle aujourd'hui. Puis c'était vraiment
tout ce qui était rapport avec le service client, tout ce qui faisait partie du corps humain, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. La biologie à l'école, j'aimais ça, la chimie, tout ce qui était en relation avec ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Bon, quand on devient dentiste et qu'on est diplômé, tout ça, bon, au début, quand on travaille pour une clinique, pour un autre dentiste, mais à quel moment on fait le choix d'avoir sa propre entreprise? Parce qu'en même temps, vous devenez aussi un peu des entrepreneurs, parce que quand on fait le choix d'avoir sa propre clinique ou de s'associer avec un collègue ou deux, bref, à quel moment avez-vous pris cette décision-là de devenir votre propre chef un peu, là, votre propre patron? J'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un dentiste d'expérience. C'était un très bon mentor pour moi. Puis, une journée, une collègue de classe m'appelle puis me dit « Josée, t'aimerais-tu ça partir en affaires avec moi? » Puis là, j'ai réfléchi, puis je me suis dit « pourquoi pas? » J'avais l'esprit entrepreneur et je pensais que je pouvais relever ce défi-là. Qu'est-ce que ça implique d'ouvrir sa propre clinique? Ouvrir sa propre clinique, ça veut dire travailleur autonome, ça veut dire pas compter ses heures. Du lundi au dimanche, on a toujours ça en tête. Avoir une entreprise, c'est d'être toujours disponible pour la clinique, d'être toujours disponible pour son entreprise. Et là, quelle progression a connue l'entreprise que vous avez depuis les dernières années, là? Bien, j'ai été associée durant 15 ans avec une dentiste de Saint-Jean. Puis, par la suite, la clinique était devenue trop petite. On n'était plus capable d'offrir un bon service aux clients. On avait juste 4 salles opératoires. On était 2 dentistes, puis on avait des dentistes qui travaillaient avec nous aussi. Fait qu'on n'était plus capable d'offrir des rendez-vous. On disait aux patients, vous êtes dû pour dans 6 mois. On n'avait pas la possibilité de lui donner un rendez-vous. Fait qu'on s'est dit, bien, on doit partir chacun de notre côté, puis faire notre propre chemin à ce moment-là. C'est ce qu'on a décidé de faire. On aurait pu aussi partir ensemble, puis ouvrir une très, très grosse clinique. Mais je trouvais qu'ouvrir une grosse clinique avec 10-15 salles opératoires, je trouvais que c'était pas aussi personnalisé. Ouais. Je pense qu'on avait plus, chacun de notre côté, le goût d'avoir une clinique qui soit plus personnalisée puis plus... Et le centre petite. dentaire qui porte votre nom aujourd'hui ressemble à quoi en proportion, si on veut, là? On a 7 salles opératoires. On a 4 hygiénistes qui travaillent avec nous. On est 3 dentistes à temps, je pourrais dire, partiel et temps plein. Là. Souvent, les dentistes ne vont pas travailler 50 heures semaine à la chaise parce que c'est difficile pour le dos, c'est difficile, c'est aussi beaucoup de concentration. Fait qu'on travaille 3 à 4 jours semaine. Bon. Souvent, quand vous parlez de votre métier ou quand vous, je sais pas, vous tenez des conférences ou des trucs comme ça, souvent, vous sentez que c'est important d'associer la santé globale sur la santé des dents et des gencives. Donc, en quoi la santé des dents et des gencives est-elle si importante sur la santé globale de l'individu? Bien, premièrement, la bouche, c'est la première partie du tube digestif. C'est par la bouche qu'on va commencer à manger, à mastiquer. S'il nous manque beaucoup de dents, on va avoir une moins bonne mastication, donc une moins bonne ingestion des aliments, des vitamines et tout ça, et des minéraux. Fait que ça peut entraîner beaucoup de maladies. Qu'il y a eu beaucoup de liens maintenant qui ont été faits entre une certaine, comme la maladie de gencive, la maladie parodontale qu'on appelle. Oui. Cette maladie-là, c'est sur ça que j'ai fait la conférence au regroupement des travailleurs autonomes. Cette maladie-là peut avoir un lien avec le diabète, avec les maladies cardiovasculaires, avec l'arthrite, avec beaucoup de maladies, comme ça, même les maladies pulmonaires. Est-ce que les gens soignent bien leurs dents et leurs gencives? Bon, parfois, les gens ont une couverture d'assurance. Dans d'autres cas, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Parfois, les gens peuvent être hésitants parce qu'ils disent, bien là, il faut que je me fasse faire un truc, ça va coûter 500, 1000, 2000 ou je ne sais trop. Donc, est-ce que parfois, malheureusement, les frais peuvent être un frein à avoir une bonne santé bucco-dentaire? Oui. Mais nous, notre approche, c'est d'y aller, quand on parle d'une dent à la fois, moi, c'est ce que je dis aux patients, on va y aller une dent à la fois, on va y aller un côté à la fois, on y va un petit peu à la fois. On ne va pas dire aux patients, il faut tout que ça soit fait dans le même 6 mois, on va aller avec les priorités. C'est beaucoup comme ça qu'on va établir notre plan de traitement. Parce qu'à une époque pas si lointaine, nos grands-parents ou même nos parents, dans certains cas, avaient beaucoup de prothèses. Hein. Aujourd'hui, là, les gens préservent leurs dents, je présume, beaucoup plus qu'auparavant. Là. Oui. Quoi qu'il y a encore des denturologistes, là, c'est une profession qui existe encore, mais visiblement, ça doit amener plus de travail pour les dentistes, je présume. Bien oui, c'est sûr que les patients, ils sont plus conscientisés, ils savent l'importance de même perdre juste une dent. Il y a une moins bonne mastication d'un côté de la bouche, on mastique plus de l'autre côté, on use plus un côté que l'autre. Les patients sont conscientisés, mais par contre, il y en a qui n'ont pas
le quotient dentaire aussi élevé que certains autres patients. Est-ce que les gens ont des bonnes dents? Les gens, la plupart des gens ont des bonnes dents, mais de plus en plus. En fait, les enfants qu'on voit, on les voit maintenant dès l'âge de 1 an. Ça, c'est vraiment Donc, quelque chose qui fait une prévention est différence. importante, là. Très important. C'est ça qui est le plus important. Parce que ça a été découvert aussi, on a entendu parler dernièrement qu'il y a quelques années, c'est une bactérie qui cause la carie. Fait que si cette bactérie-là n'est pas dans la bouche, un enfant, quand il naît, là, on avise beaucoup nos femmes enceintes qui viennent à la clinique, on leur dit « Faites attention, il ne faut pas mettre la suce dans la bouche, la suce de l'enfant. Il faut essayer de ne pas toucher aussi à la cuillère du bébé. Souvent, on va être porté à la nourriture, à regarder si c'est assez chaud, le biberon, vérifier, mais essayer de ne pas transmettre cette bactérie-là. C'est vraiment, il y a des cariologistes qui ont découvert que cette bactérie-là cause la carie. À la naissance, un enfant qui n'aurait pas cette bactérie-là, bien, quand il naît, il n'a pas la bactérie. Fait que oui, c'est... Donc, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Là. Oui, mais c'est difficile de ne pas la transmettre. Tu sais, juste par les baisers et tout ça, les enfants, entre eux autres, souvent, ils vont se donner un bec ou... fait qu'ils ils peuvent transmettre la bactérie si eux autres, ils l'ont déjà. Fait que c'est difficile d'être 100 %, mais avec la prévention, pour avoir des caries, ça prend vraiment 3 choses. Ça prend des bactéries, ça prend un humain, c'est une dent, et des sucres. Bon. Est-ce que les réparations aujourd'hui sont aussi bonnes que dans le temps? Je m'explique. Je prends mon propre exemple où j'ai eu des caries là, entre 9 et 13 ans, donc j'ai quelques plombages, et j'ai 49 ans bientôt, et ce sont les mêmes. Je ne les ai jamais fait changer. Est-ce qu'il y a une durabilité aujourd'hui dans la qualité des réparations qu'on a? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on préfère avoir des plombages blancs, parce que esthétiquement, c'est plus joli et tout ça. Mais est-ce que c'est quand même aussi durable aujourd'hui dans les matériaux qu'on utilise? Ça dépend toujours de la grosseur de la réparation. C'est sûr que si vous avez des petites réparations en plombagerie qui ont été faites il y a plusieurs années, qu'il y a seulement 1, 2 surfaces, c'est des dents qui vont durer très longtemps. Puis c'est la même chose que ça soit fait en plombage blanc ou en plombage gris. Ça va être la même chose aujourd'hui. Ça dépend toujours de la grosseur. Ça dépend à quel âge cette dent-là a été réparée. Si elle a été réparée en jeune âge, mais elle peut avoir été changée à quelques reprises, donc elle va être un peu moins durable. C'est pour ça qu'on va parler souvent, quand c'est rendu trop détruit, on va parler de couronne ou d'autres traitements. Là. Une dent qui est rendue en fin de vie, qu'on pourrait dire, elle peut avoir besoin d'être extraite puis d'avoir besoin d'un implant aussi à cet endroit-là. Bon. Mais c'est très bon, les plombages qui sont faits aujourd'hui. Là, vous nous avez amené le fameux bidule. Vous pouvez le prendre dans votre main. Bon, ça, c'est le bidule qu'on voit toujours quand le dentiste essaie de nous expliquer ce qui ne marche pas avec nos dents, c'est ça? Oui. C'est pas mal ça, hein? Bien oui. Bien, celui-là, il est différent. Celui-là, c'était pour expliquer plus un petit peu la maladie de gencive. Quand on voit ici, on a toute notre os. Oui. Puis ici, si on regarde, on a perdu de l'os. On a perdu de l'os parce que l'os, quand on laisse le tartre s'accumuler, l'os, il fond. C'est une petite analogie pour mentionner. Fait que là, on peut voir ici qu'on n'a plus d'os, donc nos dents, ils deviennent plus mobiles. Puis qu'est-ce qui cause, quand on n'a plus d'os comme ça aussi? Les dents sont déchaussées. Le tartre est capable de rentrer en dessous de la gencive. Et c'est là qu'on a des maladies de gencive? Puis là, on a les maladies de gencive, oui. Mais comment on peut prévenir ça, la perte osseuse? La perte osseuse, c'est de ne pas laisser le tartre s'accumuler. Quand le dentiste vous suggère un rendez-vous pour un nettoyage, détartrage aux 6 mois, aux 9 mois, dépendamment de votre condition, mais il faut aller suivre les recommandations. La fameuse règle du 9 mois, parce qu'elle est souvent imposée par les compagnies d'assurance collective, est-ce que c'est une règle qui est correcte? Est-ce qu'un nettoyage aux 9 mois, c'est correct? Dans certains cas, ça peut être correct, mais ça dépend vraiment de chaque patient. Il y a des patients qui ont besoin d'un nettoyage aux 3 mois. Quelqu'un qui fait beaucoup de tartes, qui a une maladie de gencive, il peut avoir besoin d'un nettoyage aux 3 mois. Oui. Si on veut stabiliser la maladie, si on ne veut pas qu'elle progresse. Bon. Mais ce n'est pas en général. Votre autre passion aussi, c'est l'environnement. Oui. Bon. Puis est-ce qu'il y a un lien entre le travail de dentiste et l'environnement? Oui. Étant donné, moi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la protection de la planète quand j'ai vu le nombre de déchets qu'on pouvait créer dans une clinique dentaire. Les gants, les masques, ce qui n'existait pas à l'époque. Maintenant, on crée beaucoup de déchets. Fait que je me suis dit, il faut que je trouve des solutions pour diminuer mon empreinte écologique. Vous avez fait quoi? J'ai rencontré les gens de Compo Richelieu et j'ai regardé tous les produits que j'avais dans la clinique. Puis qu'est-ce que je pourrais faire avec? Qu'est-ce que je pourrais recycler? Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire une différence?
Puis, on recycle tout ce qui est carton, papier et tout ce qui est... on essaie d'acheter aussi en grande quantité, des quantités plus grandes sans faire du gaspillage, mais au lieu d'acheter, de faire venir quand on achète des choses, au lieu de les faire venir un article à la fois, on va faire des grosses commandes, fait qu'on diminue les gaz à effet de serre. On essaie de regarder chaque petite chose qu'on peut faire pour diminuer notre empreinte. Et vous avez eu quelques reconnaissances de la part de Recycle Québec, hein, oui. c'est ça? Ouais? Oui. Oui, on a reçu le niveau 3 de Recycle Québec, puis qui est le plus haut niveau qui était offert par Recycle Québec. Bien, merci beaucoup, c'est fort enrichissant et bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, le stationnement de nuit est interdit à Saint-Jean-sur-Richelieu lorsqu'il y a des opérations de déneigement, 20-25 fois par hiver, mais il est de votre responsabilité de vous renseigner avant de stationner la nuit. Et voici tous les canaux de communication pour le faire. N'oubliez pas que le dimanche matin, 9h30, en direct, il y a toujours le Télébingo, 4 000 $ en prix, mais il y a 30 dépositaires pour vous vendre des petits livrets. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste. À demain. Bye-bye.